Bonsoir à tous. Merci pour cette invitation de l'Université libre de Bruxelles. Merci pour cette ouverture. Félicitations à vous, même si quelques-uns sont vous d'être encore aussi nombreux à cette heure-là. Je ne suis pas sûr d'avoir autant de personnes dans les amphis français, surtout actuellement. Donc je représente effectivement la ville de Paris. Je vais vous parler de notre plan climat. Mais comme je ne savais pas votre niveau de connaissance au niveau des plans climat, je vais vous permettre quelques petits rappels. Et entre autres, rajouter un point par rapport à ce qui a été dit, pour un plan climat, quel que soit le plan, quelle que soit l'échelle territoriale, nationale, locale, ou même dans une entreprise, c'est un document qui doit permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Dans le jargon, on dit atténuer, mitigation en anglais. Et on doit aussi, normalement, adapter son activité, son territoire face aux aléas du futur. Ça, on a un peu oublié dans les précédentes présentations, ce qui est logique, on a parlé beaucoup de la Convention des maires qui était cela. Très grand volet énergétique au tout début de sa création. Donc on doit adapter nos territoires. Alors, ça, vous n'avez pas besoin de comprendre pourquoi on doit réduire les villes émissions, vous savez ça par cœur maintenant. Les gaz à effet de serre, et pourquoi quand même on s'y intéresse au niveau d'une ville et au niveau des activités, je vous ai remis cette diapo qui cite les principaux gaz à effet de serre, et vous voyez très bien que dans votre quotidien, du matin jusqu'au soir, vous émettez des gaz à effet de serre. Je ne vous demande pas d'arrêter de respirer ça, donc ça c'est nécessaire. Mais vous en émettez en permanence. Vos ordinateurs consomment de l'électricité qui émettent des gaz à effet de serre. Vous avez même le petit dernier gaz, le SF6 dans votre poche, hein, il est dans tous les téléphones portables. Voilà. Donc, on génère des gaz à effet de serre, quel que soit le moment de notre journée. Et tout à coup, on voit que si un plan climat doit prendre en compte cela, ça veut dire qu'il faut qu'on dépasse aussi par moment juste le cadre de l'économie d'énergie. Et ça peut devenir des plans de société. C'est peut-être pour ça que les villes s'y intéressent de plus en plus. Adapter dans nos contrées, que ce soit à Paris ou à Bruxelles, ce n'est pas le premier réflexe. Parce qu'on n'est pas touché, et qu'on se dit c'est dans la zone tropicale. Et effectivement, si vous regardez les plans climat de Quito, de Bogota ou autre, c'est d'abord un gros volet adaptation. Mais même chez nous à Paris, 2 crues exceptionnelles en l'espace de 18 mois. Bon, celle de cette année, elle est normale. Même si ça perturbe beaucoup l'écosystème parisien, elle est normale. Celle de juin 2016, une crue en juin, jamais vue. Une crue aussi rapide en 4 jours, jamais vue. L'avantage aussi, c'est qu'elle est partie aussi vite qu'elle est venue. Néanmoins, qu'en 4 jours, elle a fait autant de dégâts qu'une crue de 2 mois. Et au mois de juin, vous voyez 4 millions et demi, quand même pour la collectivité. C'est pas négligeable. Mais surtout, nous, et je pense que c'est un peu le cas à Bruxelles, et en tout en plus les villes du Nord, on est confronté à un phénomène qui est beaucoup plus difficile à maîtriser qu'une crue. C'est les vagues de chaleur. Paris, c'est un territoire de 105 km², il y a 2 petits bois, 20% de la surface quand même, et avec 2,5 millions d'habitants. C'est donc une ville extrêmement dense, extrêmement minérale. Et quand vous avez une canicule exceptionnelle comme en 2003, pendant 17 jours, on dépasse les 31 degrés, ça fait en 17 jours 1060 morts supplémentaires par rapport à la normale. En 17 jours. Vous connaissez beaucoup de catastrophes qui font 1060 morts en 17 jours. Depuis, on a eu d'autres petites canicules. Pas autant, heureusement. Ça permet de s'adapter, on s'est peut-être amélioré. Mais on a eu 2 canicules récemment dans les 2 dernières étés. Il y en a eu en plus le 21 juin, l'été dernier. Puis au moment, pour vous rappeler, c'est l'été. 43 degrés de température de ressenti. Ce jour-là, en une journée, 60 morts supplémentaires par rapport à la moyenne. Les hôpitaux étaient débordés. Et quand on regarde la carte de la France, sur ce jour de canicule, c'est assez drôle presque, c'est un front atlantique, vous le voyez, puis il y a une zone qui se rafraîchit, ce qui est normal, ça se disperse. Mais non, il y a un département au cœur qui en a l'air canicule. C'est Paris, parce que comme toute ville, on développe une bulle de chaleur supplémentaire qui augmente cet effet. Et donc les populations sont plus vulnérables. Et puis on a d'autres événements qui apparaissent. Ici, l'été dernier, un énorme orage, quasiment cinquantenal, qu'on n'avait jamais eu, et qui s'est passé la même chose la semaine d'avant à Madrid, la semaine d'après à Londres. C'est rien, c'est un orage. Sauf qu'en l'espace d'une heure, vous avez 25 stations de métro, 15 stations de métro qui ont été fermées, les pompiers qui ont été débordés, un appareil économique qui est paralysé pour un orage. Et ça, c'est des événements qui arrivent de plus en plus, sur lesquels il faut qu'on s'adapte, qu'on se prépare dans des villes, des contrées qui n'ont pas la culture du risque. Je ne suis même pas dans le sud de la France où il y a une culture de se préparer aux canicules d'été, etc. On n'a pas cette culture de risque. Dans le sud de la France, vous fermez vos volets quand vous partez le matin pendant l'été au travail. À Paris, par moment, vous pouvez essayer de fermer vos volets. Donc maintenant, il faut essayer de remettre des volets, là où c'était interdit. Vous voyez ? Il faut qu'on adapte. C'est ça, un plan climat, normalement, c'est réduire et adapter. Donc là, je vais surtout vous parler du 3e plan climat qu'on vient d'adopter le 21 mars au Conseil de Paris. Mais on a commencé en 2007, on était effectivement membre de la Convention des maires en 2008.
Les points importants là, ce n'est pas les chiffres. Vous voyez que c'est un plan climat qui a été complété par une stratégie d'adaptation en 2015. Le mot important là, c'est qu'à chaque fois que ces documents sont passés au Conseil, et y compris pour le dernier, donc 3 mandatures différentes, 3 maires différents, 3 conseils différents, des oppositions différentes, et en ce moment, je peux vous dire, en France, il y en a des oppositions, à chaque fois, c'est adopté à l'unanimité. On peut discuter par moment des priorités à l'intérieur du document, plus de mobilité, plus de logement, etc. Mais sur le fond, il y a consensus. Il y a consensus des 163 conseillers de Paris x3 à chaque fois, qui ont voté à l'unanimité. C'est quand même assez confortable pour travailler, assez confortable aussi pour donner un signal fort à tous les acteurs du territoire, et ça me permet de maintenir mon boulot depuis 15 ans. En 15 ans quasiment, cette politique, elle a dépassé le cadre d'une politique purement climatique, purement écologique, purement environnementale. Elle s'est déclinée, elle s'est intégrée, c'est devenu un réflexe dans la majorité des politiques classiques d'une ville. Vous voyez sur la diapo, de l'aménagement urbain à la gestion des déchets, en passant par la rénovation des logements sociaux, et bien sûr la mobilité dont vous entendez beaucoup parler dans les journaux, c'est intégré, c'est un réflexe, ça doit devenir un réflexe. Et pourquoi ça a réussi à être intégré? Si vous regardez les évolutions des plans, en 2007, on vous parlait, parce qu'on était dans l'époque, la climate fashion, tout le monde faisait des nouveaux plans climat en France, etc. Et on vous parlait CO2, gigawattheure, et il fallait en mettre, et c'était vachement bien. Personne ne comprenait derrière, mais il fallait en mettre. En 2012, on n'en parlait plus, on est en creux de la vague. Poste de Copenhague, 3 ans avant l'accord de Paris, on est en creux de la vague. Et pour justifier qu'on maintient le travail, on commence à calculer les co-bénéfices. Et on vous parle d'emplois créés, on vous parle de précarité énergétique. Et quand vous lancez un programme de rénovation des logements sociaux, par exemple, il y a 36 000 logements qui ont été rénovés en moins de 10 ans, bien sûr, on y va pour gagner de l'énergie, des gaz à effet de serre. Mais de l'autre côté, on permet à chaque famille, en moyenne, de gagner entre 300 et 400 euros par an. On augmente leur pouvoir d'achat, on augmente la qualité de vie, on améliore leur santé, et on les fait sortir pour certains de la précarité énergétique. Vous connaissez beaucoup de programmes qui ont autant de bénéfices d'un coup, et on crée de l'emploi dans une période de crise. On maintient 5000 emplois dans le BTP local à Paris. Voilà. Et donc c'est avec ça aussi que les plans climat ont pris de l'ampleur, de dire on attaque des champs beaucoup plus larges que uniquement la lutte contre le changement climatique, et ce qui permet d'intégrer la politique au fur et à mesure. Je vous passe les résultats, on pourra revenir en détail. En 2015, s'est posé une grosse question avant la COP 21 qui s'est déroulée à Paris, Le Bourget, on a oublié où c'était vraiment. Mais pour nous, il faut à peu près 2 ans à Paris, 18 mois pour faire un plan climat. Parce qu'on le fait en concertation assez large, etc. Et donc, comme on les met à jour, vous voyez, tous les 5 ans, 2007, 2012, 2015, pourquoi? Tout simplement parce que c'est dans la loi française. En France, toute ville de plus de 20 000 habitants doit avoir un plan climat à la fin de l'année. Avant, c'était 50 000 habitants pour 2012, et maintenant, fin 2018, toutes les villes de plus de 20 000 habitants devront avoir un plan climat. Et donc, nous, en 2015, on commence à lancer la réflexion. Est-ce qu'on met à jour le plan pour le mettre à jour, ou est-ce qu'on va plus loin? On avait déjà la réponse. Vous savez qu'on allait plus loin, on a accueilli la COP, il fallait aller plus loin, et la maire était très engagée, elle a réuni 1000 de ses amis, vous voyez, dans l'hôtel de ville pour pousser l'accord de Paris. Et l'accord de Paris est sorti en disant il faut être neutre en carbone en 2050. Donc ça devenait la définition du nouveau plan climat de la ville de Paris, dont vous voyez les étapes là, sur les 18 derniers mois d'élaboration, avec une énorme phase de concertation, comme Claire a dit. Un plan climat, ça ne se fait pas en chambre dans l'administration. J'aimerais bien, ça serait beaucoup plus facile. Non, il faut le travailler avec tout le monde, c'est une vision partagée, il faut écouter le territoire, il faut écouter les acteurs économiques, il faut écouter les chercheurs, les scientifiques, les syndicats. C'est pas du tout facile. J'ai adoré dans la présentation de notre cher ami, il y avait une ville avec des trade unions. Je les comprends, parce qu'une fois que vous avez rencontré une fois, vous n'avez pas envie de venir 2 fois. Mais c'est nécessaire, il faut qu'on travaille avec tout le monde pour partager cette vision. Mais là, vous allez voir pourquoi c'est encore plus important sur ce processus d'intégrer tout le monde, parce que on va vers un monde de neutralité carbone. Avant, on disait, dans le Global Covenant, il faut dépasser les 3 x 20. Les fameux 3 x 20 en 2020, il fallait que les villes aillent plus loin. Ok. On ne savait pas ce que ça représentait les 3 x 20. Là, c'est facile. Le chiffre, c'est 0. C'est neutralité carbone. Mais j'ai envie de dire, et sans aucun côté négatif et offense à tous ceux qui ont fait l'accord de Paris, c'est facile de mettre dans l'accord de Paris. C'est facile de mettre à l'échelle de la planète. Il faut atteindre la neutralité carbone d'ici la moitié du 21e siècle, donc un 0, mais c'est une somme. C'est-à-dire qu'on essaye de réduire au maximum nos émissions, il va en rester, le reste, c'est la planète, on espère, va le compenser par les forêts, les océans, éventuellement la capture géologique. La dernière étape du grand encore. C'est comme stocker de l'uranium en France, vous voyez, c'est la même chose.
Bon, ça, c'est à l'échelle de la planète. Moi, je n'ai pas de définition à l'échelle de ma ville. Qu'est-ce que ça veut dire être neutre en carbone sur un territoire de 105 km²? Ce n'est pas mes 2 bois qui vont absorber mes émissions résiduelles. Donc je fais comment? Et c'était là le gros défi qu'on a eu ces 18 derniers mois, à définir ensemble qu'est-ce que ça voulait dire. On n'est pas les seuls, Claire l'a dit, il y a d'autres collectivités qui sont engagées, on les a rencontrés, beaucoup en Europe, entre autres, les grandes capitales, mais aussi Francfort, Hambourg, ça, et aussi international, et là on découvre que chacun fait sa propre définition, sur ce qu'il veut. Et vous les avez à peu près ici, entre le zéro émission fossile, le 100% renouvelable, aussi suédois, mais qui ne nous dit pas s'il est quand même zéro fissile, parce qu'il est quand même un peu lui aussi du nucléaire dans son électricité. Et chacun sa définition. Et nous, Parisiens, on en rajoute une, où ils n'ont jamais compris pourquoi, est-ce qu'on parle d'émissions locales et d'émissions globales. Ce qui va permettre de faire le lien aussi à ce qui s'est dit en deuxième présentation. Quand on parle d'émissions de carbone, entre autres si vous regardez sur Covenant, comme il a été dit, chacun compte comme il veut dans une ville. Il n'y a pas un vrai standard international. Il y en a un qui essaye de sortir, qui s'appelle GPC, Global Protocol for the Community, mais même dans celui-là, vous pouvez jouer sur les limites. Nous, à Paris, depuis 2004, peut-être parce qu'on était naïfs ou trop enthousiastes en 2004, on a essayé d'évaluer la responsabilité globale du territoire parisien en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Je parle bien de responsabilité globale. C'est-à-dire qu'une partie de ces émissions, elles ne sont pas émises sur le territoire. Elles sont des émissions indirectes. Et quand je présente à tous mes collègues français ou internationaux, parce que là, Claire de témoigner, on va être la seule ville malade à avoir des émissions de l'aviation et de l'alimentation. Il n'y a aucune ville au monde qui compte les deux. Certains font un peu d'alimentation encore. Ils me disent, mais pourquoi tu comptes les émissions d'alimentation parisienne? C'est-à-dire tout ce que tous les jours, on consomme, on mange. Alors, vous n'avez aucune compétence dessus en tant que maire, et vous n'avez, à ce que je sache, aucune terre agricole. Ça, je le confirme sur les deux, il a raison. Moi, je leur retourne la question. Maintenant, ça va du coup essayer de justifier de manière intelligente, scientifique, je retourne la question. Toi, tu comptes dans ta balance toutes les émissions liées à la consommation électrique de ton territoire. Et pourtant, sur ton territoire, tu n'as aucune usine de production électrique. Certains en ont, mais lui, il n'en a pas. Et tu n'as pas de compétences non plus, tu n'es pas le propriétaire de l'usine, comme certaines villes allemandes, etc. Pourquoi tu les comptes? Ça paraît évident de compter toutes les émissions liées aux énergies. Mais pour certains, l'agriculture, ça n'émet pas de gaz à effet de serre. En France, c'est 20%. On l'a vu tout à l'heure sur le diagramme pour la Belgique, c'est 15 ou 17%. C'est pas négligeable. Ça peut pas mon avis le même chiffre. C'est juste que nous, l'industrie pèse beaucoup moins parce qu'on a une électricité nucléaire. C'est juste un ratio, c'est à peu près la même chose. Et donc on a une responsabilité aussi. Et on va voir après, selon nos choix alimentaires, on peut influencer la tête dessus, même si on est une ville, même si on n'a pas de propriété. Donc c'est pour ça qu'on a toujours pensé global, au niveau local. Mais après, certains me disent, mais non, mais nous on fait juste dans notre périmètre. Ah non. C'est les points rouges. Les points rouges, c'est la vraie responsabilité de la maire de Paris. C'est la propriété de 5000 équipements, la mobilité des agents, les activités. Ça pèse moins de 2% de l'empreinte carbone globale du territoire. Le bleu, c'est les émissions locales. Toute la consommation énergétique des 117 000 immeubles de Paris, bureaux, logements, etc. Et puis, le transport intramuros, vous voyez, le petit carré là, et les déchets. Ça, c'est que les émissions locales, c'est-à-dire un tiers de l'empreinte globale. Si on veut atteindre l'accord de Paris, il faut bien qu'on se penche sur l'ensemble. On ne peut pas jouer sur nos carrés rouges, c'est facile. On ne peut pas jouer non plus sur le territoire. C'est là qu'on doit montrer l'exemple. Et on n'a pas la main, nous, à 100%. On peut jouer sur 20% de ça, pas plus. Le reste, il faut emmener tout le monde. Et c'est pour ça que cette concertation est extrêmement large. Et alors, on s'est posé la question pour savoir qu'est-ce qu'on va devenir si on projetait nos 2 premiers plans climat. Alors, je vous les fais vite, parce que je suis très bavard. Mais si on projetait, sur la même tendance, le même rythme, on atteindrait environ 35% de baisse des émissions de gaz à effet de serre de l'enveloppe globale, les carbon footprint, en 2050. C'est pas mal, mais c'est pas assez. Il faut essayer de réduire, comme il a été marqué par exemple pour la Belgique, entre 70 à 80% si on va atteindre. Mais il a été dit, on n'est pas tout seul. Ça dépend de décisions privées, bien sûr, des citoyens, des entreprises. Ça dépend aussi des décisions nationales et européennes. La France a adopté en 2015 une loi de transition énergétique pour changer un peu le mix, avoir plus de renouvelables, un peu moins de nucléaire, etc. Des nouvelles choses sur la mobilité. Ça a une influence. En 2030, grâce à ça, peut-être on baissera de 25% si on continue sur notre même rythme. Donc on a une influence de l'État. Le moins 69% est optimiste, c'est-à-dire que si on agrège tous les scénarios optimistes pour la France, de baisse d'émissions de gaz à effet de serre, sur l'agriculture, sur l'aviation, mais aussi sur avoir plus de renouvelables, etc., on peut peut-être atteindre 70%.
Nous, pour Paris, on est mégalo, et surtout, on veut atteindre 80%. Donc on a un scénario de 80%, et ce scénario, en conjonction avec ce qui se passe au niveau national, c'est parce qu'on veut, comme ça a déjà cité pour d'autres collectivités, diviser par 2 notre consommation énergétique. Améliorer l'efficacité énergétique du territoire, le diviser par 2, c'est la seule condition nécessaire pour pouvoir être doté de 100% d'énergie renouvelable en 2050. Si on ne divise pas par 2, on aura du mal à s'alimenter en 100% renouvelable. Voilà, c'est l'équation des simples. Notre neutralité carbone, elle dépend de ça. Divisé par 2, plus 100% renouvelable, et vous obtenez, sur l'empreinte locale, sur les émissions locales, la partie bleue, un zéro. Un zéro émission locale. Avec ça, on annule les émissions carbone du territoire de Paris. On n'annule pas 100% de l'empreinte carbone, on a réduit de 80% à l'extérieur, il y a une grosse partie qui dépend pas de nous. On peut réduire à zéro. Et ça, c'est les nouveautés du nouveau plan climat de Paris. Vous avez regardé rapidement la première diapo, on avait un engagement en 2020 de 25% de réduction des gaz à effet de serre, de l'empreinte globale. Maintenant, on a 2 objectifs. Un sur le territoire, un zéro émission locale, et un 80% de réduction de l'empreinte. Et ce 80%, il n'est pas que de notre responsabilité. Il faut emmener tout le monde pour le faire. Alors je reviens sur la diapo qui est assez vite fait quand même. Vous voyez bien que tout ce que j'ai dit, c'est que ça a des conséquences énormes sur l'ensemble de la société, sur la transition qu'on doit mener pour demain. C'est 2050. Alors je vous assure que ce n'est pas évident à faire comprendre à tous les élus, même les plus jeunes, mais c'est juste 30 ans. C'est juste 30 ans, et c'est rien sur des décisions énergétiques par exemple. Ça peut paraître très loin sur certaines décisions du quotidien, etc. Mais quand on recrée un quartier, un éco-quartier, parce que vous n'avez plus de lotissement maintenant dans les plans municipaux, c'est des éco-districts, des éco-quartiers, ils sont tous magnifiques, ils sont beaux, ils seront là en 30 ans. Est-ce qu'ils seront prêts pour résister aux futurs aléas climatiques? Est-ce qu'ils seront adaptés? Est-ce qu'ils seront correctement alimentés en énergie haute? C'est maintenant qu'il faut qu'on y pense, par exemple. Il faut qu'on inclue tout le monde aussi dans cette démarche, parce qu'on peut laisser des gens sur le côté. Cette transition, elle peut être brutale pour les personnes les plus vulnérables. On sait qu'actuellement, tout ce qui est green technologie, tout ce qui est électricité verte, tout ce qui est voiture verte, etc., c'est beaucoup plus cher. C'est pas accessible à tout le monde. Donc, est-ce qu'on va laisser une partie de la société dans les grandes villes à côté, alors qu'on veut être des villes plus inclusives? Donc c'est un véritable projet de société, un plan climat, c'est pas juste un projet gaz à effet de serre. Si on fait un bad casting, il y a un co-bénéfice formidable, cette politique, c'est qu'on peut améliorer la qualité de l'air, et il y a un objectif pour 2030 à Paris d'avoir un air pur, respectant les recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, au-delà des recommandations de l'Europe. Mais ce qui veut dire des grandes décisions aussi. Plus de voitures diesel, plus de voitures essence sur le territoire. On n'est pas les seuls, hein. Peut-être parce qu'on s'appelle Paris, on n'en parle beaucoup plus, mais la Slovénie, qui fait la même taille que nous, 2 millions d'habitants, a pris une décision exactement la même pour 2030, plus de véhicules thermiques. Voilà. Copenhague aussi, d'autres vont commencer à enchaîner. Et ce qui veut dire aussi un travail aussi qui se fait avec la métropole qui est autour de nous, ça ne peut pas se faire en solo, il faut qu'on travaille main dans la main pour pas qu'il y ait un conflit entre la ville-centre et la banlieue. On ne va pas laisser le bazar à l'extérieur de Paris, la pollution n'a pas de frontières, les émissions des effets de serre n'ont pas de frontières. Donc il y a un travail main dans la main, et ça tombe bien, la métropole essaie à peu près d'avoir les mêmes objectifs. Mais il y a un petit qu'on oublie souvent sur qualité de l'air, et qui est très important en gaz à effet de serre et aussi en efficacité énergétique. Je ne sais pas, chez vous aussi je pense, chez nous il nous reste aussi 5 à 7% d'immeubles qui sont chauffés au fioul, et qui font exploser les chiffres de qualité de l'air pendant l'hiver, mais qui sont noyés avec le chiffre de transport, on ne les voit pas. Et qu'on a impacté non, parce que le fioul fait partie de l'énergie qui fluctue le plus rapidement en termes de prix. Donc il y a un impact aussi économique derrière, et il faut qu'on essaie de faire disparaître progressivement, plus par incitation, parce qu'on n'a pas le droit d'interdire, on revient toujours sur le problème de comment on accélère cette transition. L'équation simple, je vous l'ai donnée, mais quand on le traduit, je vous passe vite fait, c'est la diapo suivante, ça c'est ce qu'il faudrait à peu près gagner sur le parc parisien, vous voyez sa consommation énergétique moyenne. Si vous regardez bien sur les différentes couleurs rapidement, on n'a pas fait varier, pareil, toutes les couleurs. Celle qui baisse le plus, c'est sur le chauffage, c'est sur l'enveloppe globale du bâtiment, parce que là il y a un enjeu triple. Il faut qu'on améliore l'efficacité énergétique du bâtiment, certes, il faut qu'on améliore les comportements dedans, et il y a un côté bénéfice du changement climatique, les hivers vont être plus doux, on va moins chauffer, donc on va gagner. C'est bête, hein, mais voilà, il faut quand même le compter dedans. L'orange, en revanche, vous avez vu, on ne fait quasiment pas baisser. C'est celui où on est très très mauvais tous. C'est l'électricité de confort spécifique qui sert à recharger nos téléphones, nos ordinateurs, nos futures climatisations, etc.
On sait pertinemment que celui-là, en tout cas en France, on n'arrive pas à le faire baisser, il augmente quasiment de 20% dans les 10 dernières années. Donc on espère juste plutôt le stabiliser, voire le faire baisser un tout petit peu, mais là il y a un énorme défi là-dessus. Mais quand on fait l'équation, pour atteindre ça, il faut rénover 1 million de logements et 50 millions de mètres carrés du tertiaire. Vous donnez ça à n'importe quel entrepreneur, il est heureux. Simplement, je n'ai pas les solutions financières, je n'ai pas les solutions légales et fiscales pour pouvoir accélérer cette transition. On revient au même débat qu'on a eu tout à l'heure, d'alignement des politiques et de donner les moyens d'accélérer cette transition. Les maires sont prêts à le prendre en charge, il faut l'accélérer. Et on vous parle beaucoup de mobilité, surtout à Paris, mais on oublie quelque chose, je vais vite résumer ce graphique. Vous voyez, il faut qu'on continue à visser un peu de trafic, mais surtout le trafic de logistique. On a un vrai problème des villes-centres sur la logistique urbaine. On veut tous commander et être livrés ce soir, mais on ne veut pas de nuisance. Pourtant, les plateformes logistiques, elles sont maintenant très loin des centres-villes, et donc si elles sont loin, on ne peut pas être livré en véhicule électrique ou en véhicule propre. Donc il faut les rapatrier. Mais l'autre point aussi, nous on dit on ne veut plus de diesel, plus d'essence. Ça c'est facile à dire. Quand ça se fera, est-ce que nos infrastructures sont prêtes à fournir de l'électricité verte et du biogaz à tout le monde? C'est pas dit. Et c'est là qu'il faut enchaîner les deux. C'est pour ça que je vous dis que 30 ans c'est demain. Modifier les infrastructures de livraison d'énergie aux particuliers pour leurs véhicules ou aux entrepreneurs pour leurs véhicules, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Or, on a dit qu'on voulait ça en 2030, il faut qu'on soit prêt. Parce que demain, vous n'aurez plus de stations-service individuelles où vous allez vous recharger, vous allez plugger, vous allez vous recharger en bas de votre immeuble, ou dans la rue, sur des prises, ou sur le réseau. Parce que les réseaux, ils sont là, ils existent. Et ces réseaux, trois quarts du temps, sont la propriété des villes. Donc si on n'a pas anticipé, on sera responsable d'une politique qu'on a lancée. Et ça, c'est extrêmement important. L'alimentation, je reviens. Ça, c'est un bilan de gaz à effet de serre d'une alimentation avec un régime très carné. Ça, c'est si on n'est pas végétarien à 100%, mais flexitarien. C'est-à-dire que vous mangez de temps en temps de viande, mais vous avez un peu limité. Vous voyez comment on fait baisser? C'est pas négligeable non plus. En France, 80% des terres agricoles servent à le cheptel carné. C'est-à-dire que vous n'avez pas 80% de bovins ou de moutons partout, non. Mais qu'on a besoin aussi de fourrage pour eux, etc. Si vous diminuez cette partie, entre autres, de protéines animales dans votre alimentation progressivement, vous libérez des terres pour stocker du carbone ou faire des agricultures raisonnées, qui ont un rendement peut-être plus faible et qui ont besoin de plus de place. Donc on a un équilibre qu'on peut trouver. Notre rôle à nous, on a 2 millions d'habitants, et à Paris, bizarrement, il y a beaucoup plus de végétariens que sur le reste de la France. Voilà. On a un rôle sur la santé, on a un rôle sur le programme. Nous, on a un programme alimentaire durable pour notre cantine. Sur ce programme, on a gagné 17 000 tonnes de CO2 en 10 ans, enfin, par an à chaque fois multiplié. Finalement, on a gagné de l'argent parce qu'on a fait disparaître de la viande progressivement. Il y a un repas végétarien dans chaque école obligatoire maintenant par semaine, donc on a gagné de l'argent. Et si on fait le même calcul pour l'échelle du territoire, on gagnerait 500 000 tonnes de CO2. 500 000 tonnes de CO2, c'est 2 fois la centrale charbon qu'on a fermée la dernière fois et qui nous a coûté 150 millions de remplacement. Un programme à zéro, on gagne de l'argent, un programme à 150 millions. Donc par moment, il faut voir où on peut mettre aussi l'argent pour avoir les gains rapides. Voilà. Je passe rapide parce que j'ai trop de choses à vous dire. Il y a aussi de la poésie dans le document, sur la partie adaptation, ça s'appelle Air, Terre, Eau, Feu, je vous invite à la lire. Ça, c'est le résumé des objectifs. Et puis, pour finir, si on autorise. Alors, voilà. Ça, c'est le résumé en graphique. Et vous voyez qu'on parle de compensation, parce que, comme je vous l'ai dit, on va essayer de réduire l'empreinte carbone de 80%. Il reste 20% d'émissions. C'est quand même 6 à 7 millions de tonnes à l'échelle du territoire parisien. À 100 € la tonne, ça vous fait 600 millions d'investissements possibles chaque année dans la transition écologique. Et ce n'est pas en 2049 qu'on doit compenser. On ne va pas se donner un blanc-seing en 2049 en disant je fais un gros chèque, et comme ça, chaque année, je vais faire ce gros chèque, et puis je vais gagner. Surtout qu'en 2049, la tonne, elle ne sera peut-être plus à 100, mais à 1000. Mais c'est surtout que si on faisait ça en 2049, pour compenser les 6 millions de tonnes parisiennes, il faudrait acheter en équivalent de forêt un tiers de la Belgique. En 3 ans, on vous couvre la Belgique de forêt pour compenser uniquement les émissions parisiennes. Ça ne va pas être simple. Donc, il faut essayer de mettre ce système en place plus tôt, et essayer de transiter. Voilà, ça je passe. J'ai le temps de passer le petit film. Si ça dure 1 minute. 1 minute 20.